Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Tout de suite, les principaux titres des informations à développer. Les forces de l'ordre ont interrompu une conférence de presse à l'Ordre national des pharmaciens du Bénin sous instruction du préfet du département du littoral, Modeste Toboula. Plus de précisions dans un instant. Herman Araba n'est plus secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Il a été relevé de ses fonctions lors de la séance extraordinaire du Conseil des ministres hebdomadaire qui s'est tenue dans la matinée de ce lundi. Aurélien Aissou, directeur de publication du journal Carte sur table, est l'invité de cette édition du journal. Avec lui, il sera question des élections rectorales à l'université d'Abomey-Calavi. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Une séance extraordinaire du Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenue dans la matinée de ce lundi 16 octobre de l'an 2017. Au nombre des décisions importantes issues de ce conclave gouvernemental, nous pouvons retenir comme décision phare celle relative au secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération qui a été relevé de ses fonctions. Les raisons de son limogeage n'ont pas été rendues publiques par les autorités gouvernementales. Néanmoins, plusieurs sources indiquent que le SGM a été démis de ses fonctions suite au rendez-vous manqué entre le président Patrice Talon et son homologue français Emmanuel Macron. Outre cela, des nominations ont été prononcées dans le système judiciaire. Ainsi, le magistrat Gilbert Ulrich Togbonon est désormais le procureur de la République au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Pierre Dassouno Haïfon, procureur général à la cour d'appel d'Abomey. C'était une brève pour ouvrir cette édition. La lutte contre le trafic des faux médicaments en République du Bénin, initiée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Bénin, est à sa 13e édition. À cet effet, une conférence de presse a été organisée à l'occasion pour sensibiliser les populations sur les enjeux des médicaments illicites, notamment leur consommation et leur commercialisation. Cependant, la dite conférence a été interrompue par les forces de l'ordre agissant sous l'autorité directe du préfet du département du littoral, Modeste Toboula. Retour en image sur l'ambiance qui a prévalu ce soir au siège de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. Une citadelle imprenable. Mais comme nous avons l'habitude de le dire, il n'y a pas de citadelle imprenable dans le monde. Il y a des citadelles mal attaquées. Et je crois que le président Talon a su attaquer par le bon angle et on a démantelé ce marché-là. Mais ce n'est pas fini. On a démantelé, mais il faut continuer. Vous savez très bien qu'on ne peut pas, d'un coup de baguette magique, détruire ce qui existe depuis 30 ans. Les gens ont pris de mauvaises habitudes, il y aura des résistances, il y aura des contournements, etc. Donc c'est pourquoi nous avons dit que nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer notre plaidoyer, nous allons continuer notre sensibilisation pour que la lutte puisse être menée de façon plus efficace sur le long terme. Sur le long terme. Donc c'est l'objet principal de cette conférence de presse. N'oublions pas que la lutte contre la prolifération des médicaments falsifiés et le trafic des faux médicaments nécessite des actions permanentes, durables et musclées contre les trafiquants et une sensibilisation continue de nos populations. Béninoises et Béninois, chers confrères, chers consoeurs,
il nous plaît de vous rappeler quelques recommandations de l'appel de Cotonou contre les faux médicaments, notamment 1. La mise en application stricte des tests législatifs et réglementaires dans les États qui en disposent et l'instauration d'un cadre législatif et réglementaire là où il en fait défaut. 2. La mise en place sur le terrain d'instruments efficaces contre le trafic avec des personnels formés et des dispositifs adaptés à la réalité du trafic des faux médicaments. 3. La sensibilisation et l'information du public sur les faits des faux médicaments. Ce que nous sommes en train de faire participe de cette troisième recommandation. Je ne parle plus. Oui? On arrête tout. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a rien. On arrête tout. Je m'assure que la conférence est terminée. Parce que je vous dis que vous n'allez pas parler et que d'autres personnes parlent. Mais s'ils sortent, ils ne peuvent pas parler. S'ils sortent, ils ne peuvent pas parler, les gens. De toutes les façons, le lieu de la conférence, on doit pouvoir vider ça. Vider le siège de l'ordre? Non, les journalistes peuvent partir, mais nous, vous ne pouvez pas. S'ils vont partir, on va partir. C'est chez nous ici. C'est chez nous. Nous sommes chez nous. Les journalistes peuvent partir. C'est bon. Nous, on va nous laisser partir. Ah, il y a des sécurités. Monsieur le commissaire, il faut faire attention médicamment que vous faites consommer à vos enfants. C'est vrai qu'il faut accomplir sa mission républicaine. Ce n'est pas une mission républicaine là. C'est ce qu'on lui a demandé de faire, regarde que c'est le supérieur. Oui, bon, on fait ça, On peut mission de mettre fin à la conférence. Donc, je pense qu'on va s'exécuter. Avec le préfet, vous allez donner. Chacun va émettre. Non, moi je viens d'instruction du préfet. C'est comme si vous venez chez moi et que vous venez me dire, monsieur Akombesi, vous sortez de chez vous. L'Union des jeunes progressistes du Bénin, UJPB, a tenu le samedi dernier un conseil national extraordinaire. Lequel conseil a tenu le 14 octobre, jour du 2e anniversaire du décès du général Mathieu Kérékou, a été une occasion pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Lors de la cérémonie d'ouverture de ce conseil national extraordinaire, Fred Adriano Huenou, président d'honneur du dit parti, s'est prononcé sur la situation sociopolitique nationale, notamment la gouvernance actuelle qui, à son avis, n'est pas commode et ne garantit pas un mieux-être aux populations béninoises. On l'écoute pour plus d'explications. Quotidiennement confrontés aux difficultés sans cesse croissantes de notre pays depuis quelque temps, de nombreux Béninois se posent maintes questions auxquelles ils ne trouvent pas de réponses rassurantes. Malgré les discours rassurants de ceux qui sont en charge de leur destinée, le présent leur paraît insurmontable et l'avenir est incertain. À la grande espérance d'hier, se sont progressivement succédés le doute, le désespoir et la déception. Je veux leur dire aujourd'hui, après un an de mutisme, que je partage entièrement leurs préoccupations et leur amertume. Et si j'ai choisi pendant ces derniers mois de me tenir à l'écart de l'actualité politique nationale, c'est parce que je voulais me donner le temps et le recul nécessaires à une réflexion sereine et responsable sur le devenir de notre pays et sur mon engagement aux côtés des jeunes à construire les chemins de l'espérance. Mais aujourd'hui, comme bon nombre de Béninois, je vois avec consternation se dérouler une politique qui donne l'impression à nos compatriotes d'être des victimes et non des bénéficiaires. Mais à quelque chose malheur, bon dit-on. Car cette situation a permis d'éveiller chez certains de nos compatriotes bon nombre de nos valeurs déjà enfouies dans la conscience de notre peuple et qui ne sortent qu'à des occasions de grands défis, de grands challenges. Je veux parler des valeurs de patriotisme, d'amour de la patrie, d'amour du prochain, d'amour de la liberté, de la justice et de combativité. Ce sont ces valeurs qui font de ce Bénin, ce pays si extraordinaire que nous aimons tant
et qui, comme le disait le général Mathieu Kérékou, qui ne cesse d'étonner le monde. J'ai alors compris que si nous voulons réellement construire un Bénin nouveau, comme nous le répétions depuis 12 ans, où nous nous sommes engagés dans la voie de l'engagement, où nous sommes engagés sur le chemin politique, j'ai compris que si nous voulons préparer un avenir meilleur pour les générations montantes, présentes et futures, il nous faut entretenir en permanence la flamme de la liberté, préserver la démocratie, garantir la justice et le progrès social pour tous. Personnellement, je reste convaincu que la misère et le sous-développement ne sont ni une malédiction ni une fatalité pour notre pays. Car je sais que notre pays recèle les ressources et les potentialités nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre une politique de développement cohérente et réaliste. Cela exige un processus de réforme et d'enracinement de la démocratie, le patriotisme et la volonté politique, l'esprit de sacrifice et d'abnégation pour affronter avec efficacité et succès les défis du chômage des jeunes, de la diminution continue du pouvoir d'achat de nos populations et de la lutte contre la corruption au sommet de l'État. Camarades membres de l'UJPB, les Béninois éprouvent aujourd'hui un besoin profond de changement. Et les acteurs politiques comme nous doivent s'adresser à leur cœur et à leur intelligence, en indiquant clairement les objectifs que nous voulons atteindre et les moyens d'y parvenir. Plus spécifiquement, cela signifie que quiconque aspire à diriger le Bénin doit présenter aux Béninois une vision claire, un programme économique et social cohérent et réaliste. En effet, aujourd'hui, plus que par le passé, il nous faut mettre l'accent sur le social, en ayant toujours à l'esprit que l'ampleur des tâches ne peut s'accommoder d'amateurisme et du laxisme. Des milliers de jeunes sont encore à la recherche d'un emploi. La mévente sévit dans nos marchés. L'inflation continue d'éroder le pouvoir d'achat déjà faible de nos populations. Une politique qui donne alors aux hommes l'impression ou le sentiment d'être traqués dans leur propre pays ne peut engendrer que frustration et rejet. Le think tank Génération Les Vigilants a tenu le samedi dernier la 3e classe de son initiative patriotique dénommée École de vie de la citoyenneté et de la vigilance. Réunis autour de la thématique la réalité du dividende démographique, à l'évidence de sa capitalisation pour le développement durable au Bénin, les vigilants assistés de quelques acteurs d'organisations citoyennes, notamment des jeunes du monde culturel, de la presse et du monde universitaire, ont suivi les différentes communications effectuées sur le thème central. C'était au centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Compte rendu. Plus d'une soixantaine de participants venus du monde des organisations citoyennes ont participé aux activités entrant dans le cadre de la 3e classe de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance. Animés tous par la curiosité de mieux cerner le sens et le contenu du concept de dividende démographique, ces participants auxquels s'ajoutent les membres du think tank Génération Les Vigilants ont découvert l'importance du dividende démographique qui n'est qu'en réalité un outil de gouvernance d'une communauté. Je ne sais pas si quelqu'un ici a lu la déclaration de politique de population du Bénin. À aucun moment, il n'y a aucune ligne qui parle de limitation de naissance. On met l'accent sur la maîtrise de la dynamique démographique. Donc, en se disant, eh bien, avoir un enfant est un choix responsable. Donc, on met l'accent sur la parenté responsable plutôt que de dire, vous devez avoir tel nombre d'enfants. Bon, la planification familiale, c'est un moyen pour aider les uns et les autres à espacer les naissances une fois que cette prise de conscience est faite. Pour créer et bénéficier du dividende démographique, il faut un capital humain de qualité. Et à en croire les différents communicateurs, c'est le capital humain qui crée l'industrialisation et constitue un élément incontournable de toute transformation structurelle. Tout est dans la création de la richesse, en réalité, plutôt que dans la population en elle-même. Et donc, c'est comment arriver avec la population que nous avons aujourd'hui à avoir une création de richesse qui va permettre de pouvoir absorber toutes ces main-d'œuvre. Toute cette situation. C'est vrai que ça nécessite, bien évidemment, la création
des écoles, des hôpitaux. Ça crée ce qu'il a appelé ici une pression démographique sur l'économie. Et donc, comment inclure cela dans notre programme, dans nos programmes de planification pour pouvoir en tenir compte au mieux. Des moments riches d'échanges à bâtons rompus axés sur de profondes réflexions, doublés d'arguments et de raisonnements tout aussi pertinents que percutants. Le rendez-vous est pris pour le samedi 28 octobre prochain pour la 4e classe de l'école de vie, de la citoyenneté et de la vigilance, au cours de laquelle sera organisé un grand débat sur le franc CFA qui fait objet de polémiques, de révoltes et de controverses dans l'Afrique francophone depuis quelque temps. Les campagnes pour le compte des élections rectorales se poursuivent à l'université d'Abomey-Calavi. À cet effet, les candidats de la liste FIFA se sont rendus à l'école nationale d'administration et de magistrature ENAM afin d'expliquer aux étudiants, aux enseignants, aux administratifs les réelles motivations de leur candidature, mais aussi et surtout leurs ambitions pour faire de ce campus une université moderne. C'était dans l'après-midi du vendredi dernier. On les écoute pour plus de précision. FIFA pour une gestion participative. C'est tout un programme. FIFA, en réalité, veut dire quoi? FIFA veut dire essentiellement ceci, en français: fédérons nos intelligences pour hisser au firmament nos actions communes. D'où le nom de FIFA. Compte tenu de cette expérience qu'il a vécue, de cette expérience-là qu'il connaît, alors il a été décidé que autour de lui, il puisse se constituer une équipe. Parce qu'on se dit que à la tête de notre université, s'il y a un chef d'établissement qui arrive là-bas, et un chef d'établissement pas comme les autres, qui a géré véritablement des crises, et qui a toujours réfléchi sur les problèmes et envisagé et trouvé des solutions pour régler ces problèmes-là, qui se trouve à la tête de notre université pour être mieux gérée. Le recteur ne va pas rester dans son bureau là-bas et décréter, arrêter, et qui s'impose. Nous allons discuter avec vous sur tous les plans des problèmes vous concernant, aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants. Même les étudiants, les problèmes les concernant, on va discuter, c'est clairement écrit dans notre programme, nous allons discuter avec leur structure fêtière avant de prendre les décisions. Donc pour toute la communauté, chaque couche de la communauté sera consultée pour les problèmes les concernant. Donc j'aborde que pour venir à l'ENAM, là, ça fait à peine 100 mètres, notre équipe fera le pavage. On peut me poser la question, vous aurez les sous où? Le peu de ressources que nous aurons, lorsque ces ressources seront mieux gérées, et il en a suffisamment, il a dit tout à l'heure, nous allons mieux gérer les ressources. Ce que payent les étudiants en banque ne sera plus unique. Nous allons instituer au niveau des banques un processus où, dès qu'en temps réel, au moment où l'étudiant est en train de payer entièrement ses frais de formation, les rétrocessions sur lesquelles nous nous sommes déjà entendus avec les chefs d'établissement tombent aussi immédiatement dans le sous-compte de cet établissement-là. Il n'existera plus, pour nous en tout cas, une situation, on va dire, par trimestre, par mois, ou par année, ou par semestre, on va faire des rétrocessions. Il n'existera plus une situation ténébreuse, fétichiste, on dit ça, fétiche, non. Les établissements auront donc un double contrôle. Le premier contrôle, c'est qu'ils ont les quittances, donc quittances. Deuxième contrôle, c'est que au jour le jour, ils ont accès directement à la rétrocession. Au-delà de la gouvernance sociale, au-delà de la gouvernance financière, la gouvernance pédagogique. Aujourd'hui, la qualité, aujourd'hui, le renforcement des compétences pédagogiques des collègues est un acquis, mais on peut aller plus loin. Au-delà de cet accompagnement pédagogique, la mise en place d'un projet presque permanent, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, qui prennent en charge les collègues dans leur cheminement, dans leur carrière, fera que le passage des grades au CAMES ne sera plus, ce n'est plus, ne sera plus un enfer, ne sera plus un problème, mais ce serait presque un jeu utile pour eux. Ce ne sera plus à la veille de décembre ou à la veille
systématique à l'année, la mise en place de structures pouvant accompagner les collègues pour évoluer dans la carrière serait un atout et participera des actions prioritaires des 100 premiers jours de cette équipe. La vision de l'équipe FIFA, c'est de gérer l'université d'Abomey-Calavi de manière participative, harmonieuse, transparente, en nous fondant sur des valeurs qui favorisent le dialogue, l'inclusion, la concertation en vue de contribuer au rayonnement de notre institution avec la paix entre tous les acteurs de la communauté universitaire. Restons à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM dans le cadre des élections rectorales à l'université d'Abomey-Calavi. Toujours dans l'après-midi du vendredi dernier, les enseignants, les étudiants et les administratifs ont reçu les candidats de la liste Excellence. Il était également question pour ces derniers de faire part à leur auditoire de leur programme qui s'inscrit dans la dynamique de moderniser et d'hisser l'université d'Abomey-Calavi dans le rang des universités prestigieuses sur le plan international. On les écoute. Nous avons pris l'engagement de vraiment faire les choses bien. Et ce pourquoi ce n'est pas difficile, c'est que nous ne voulons pas gérer seuls. Nous ne voulons pas gérer seuls. Toutes les propositions, toutes les préoccupations, le recteur l'a dit, c'est une co-gestion et une co-construction d'une université moderne. Par rapport au personnel, le recteur a dit beaucoup de choses. Monsieur le directeur, ce qu'on voulait dire, c'est que aujourd'hui, on a remarqué parmi le personnel administratif certains qui se plaignent d'une discrimination. C'est de ça qu'on parle, c'est-à-dire c'est plutôt harmonisation que de parler de centralisation. Il faut vraiment éviter les frustrations. Et le recteur l'a ajouté avec la franchise universitaire, le dialogue qui va s'installer, la co-gestion dont on parle, vous êtes sûr qu'il y aura plus de grèves qui vont amener à peut-être fermer les institutions spécialisées que nous avons et qui sont là, qui n'ont pas disparu. Il y a des témoins là. Je me rappelle que j'ai fait avec des gens que je vois devant moi. Les institutions n'ont pas disparu, on va redynamiser ces institutions-là. Et les témoins savent que nous en sommes capables. Il y aura une institution d'aide aux étudiants pour l'aspect social. C'est prévu dans notre programme. Et on a dit que ce sont les étudiants même qui vont être d'ailleurs gestionnaires de ça. Parce que c'est eux qui connaissent leurs camarades, vos responsables, là, les présidents BEF, UNEB, UNICEF et autres. Là. C'est eux qui connaissent leurs camarades qui ont plus de difficultés, qui ont beaucoup de difficultés et qu'on doit pouvoir soutenir. Donc, la vie associative, on doit faire un gros travail de réarmement moral, mobiliser les ressources qu'il faut, parce que notre culture, notre sport doivent nous permettre de prendre vraiment la place qui est la nôtre. Au niveau du ranking des universités, vous connaissez notre position, non? On est 145e. Vous allez sur le net, vous allez voir sur les 200 universités classées. Derrière, piteusement, derrière le Togo qui est 106e. Bon, ça fait mal au cœur de se dire qu'il faut vraiment trouver les mécanismes par lesquels cette université, on lui donne vraiment sa place de noblesse. Et ça passe, ce n'est pas l'inspiration qui manque pour y arriver. Ce ne sont pas les moyens qui vont manquer, parce que les moyens, il faut les chercher là où ils sont, vraiment pour y arriver. Il faut déjà avoir la volonté de le faire et de bien le faire. Alors, chers amis internautes, comme je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, je reçois pour vous Aurélien Issou. Il est le directeur de publication du journal La Carte sur Table. Aurélien, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez suivi, comme nos amis internautes, les diverses interventions de quelques candidats aux élections rectorales à l'université d'Abomey-Calavi. Alors, dites-nous à votre avis, comment percevez-vous le climat dans lequel se déroulent les campagnes électorales actuelles? Oui, on voit que ça se passe normalement. Chacun dans un climat pacifique, plus ou moins. Ses amants pour avoir l'adhésion d'un bon nombre d'électeurs. Donc c'est tout à fait normal, on voit qu'il n'y a pas d'incident. Et en tout cas, que cela se termine bien et que les élections se tiennent normalement. Alors, le recteur sortant, Brice Saint-Saint, s'inscrit dans une dynamique, s'inscrit-il dans une dynamique pacifique? Parce qu'on a lu un peu dans la presse nationale qu'il a constamment dénigré les candidats au-dessus des autres listes. Bon, là c'est vous qui m'informez, il a dénigré quelle liste par rapport à d'autres, donc c'est vous qui m'informez. Néanmoins, est-ce que lui-même il a du dauphin? Et s'il a du dauphin, il a intérêt à chercher à sauvegarder ses arrières. Mais s'il va dénigrer d'autres, je ne pense pas que les autres
lui laisserons aussi la tâche facile pour qu'il puisse aboutir entre griffes à une magouille. Mais moi je trouve un peu légitime parce que lors des discours qui sont quelque peu effectués à l'occasion de ces campagnes, c'est quand même pour dire que l'université actuelle n'est pas bien gérée, parce que quand on parle d'université moderne, ça veut dire que l'université actuelle est quand même de l'Antiquité. Quand on parle d'ici l'université d'Abomey Calavi dans un haut rang, ça veut dire qu'actuellement l'université est en arrière et ça relève de son essor, ça relève de ça, peut-être ce que d'aucuns qualifient peut-être de mauvaise gestion. Non, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, néanmoins, c'est pour apporter un plus. Je n'ai pas cru avoir entendu une liste, en tout cas pour les quelques cas de métier que j'ai suivis. Je n'ai pas pu entendre qu'on puisse dire que c'est ça n'a rien fait. C'est vrai, il a été défaillant à certains endroits. Voilà, ils ont des défaillances que les autres s'appuient pour faire leur programme. Que les autres veulent apporter une touche particulière. Et c'est tout à fait normal et c'est légitime, nous sommes en campagne, donc tout est permis. Donc il revient aux électeurs de savoir où rester pour ne pas regretter par la suite. Puisque vous en parlez, j'aimerais vous demander, est-ce que l'alternance à la tête de l'université d'Abomey Calavi serait la solution idoine à tous les problèmes de cet espace universitaire? Oui, tout à fait, pourquoi pas? Parce que si c'était pas... Donc si vous partagez, la loi a déjà prévu ça après, mais que si c'était avec la possibilité de remplir une troisième fois, il serait candidat. Donc c'est prévu, vous ne pouvez pas rester éternellement à un poste. Il y a beaucoup de Béninois qui peuvent mieux faire. Mais Aurélien, ce que je veux savoir, est-ce que l'alternance à la tête de l'université d'Abomey Calavi serait la solution idoine pour régler ou pallier aux différents problèmes? Mais testons notre équipe pour voir. Testons notre équipe pour voir. Si déjà CC a pu démontrer ses capacités durant 6 ans et que nous voyons que tout n'a pas encore bien marché, confions à d'autres pour voir quel serait le résultat d'ici 3 ans. Mais si c'est encore à l'équipe de CC, tel que vous êtes en train de dire qu'il soutient un camp, et par rapport à son je n'ai pas été affirmatif. C'est tout à fait normal. Donc, si c'est encore une reconduction, mais une continuité, on peut tout avoir. Les élections auront lieu quand déjà? Normalement, c'est le 30. Le 30 octobre prochain. Le 30 octobre. Alors, nous allons suivre cela de très près. Merci à vous, Aurélien Issou, d'être passé dans cette grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Vous restez avec moi pour suivre le 160e numéro de Café Média Plus du vendredi 13 octobre dernier, dans lequel il a été question du rôle du journaliste et de l'animation de la vie publique et la réforme du système partisan. Ces sujets qui ont été respectivement débattus avec Franck Potiemé, président de l'UPMB, et Ghislain Guédégbé, administrateur de projet et statisticien spécialisé en santé publique. ESAE TV a pris part à ce rendez-vous hebdomadaire et voici le compte rendu. Les dérives dans la presse béninoise. Comment remettre au cœur de la profession la responsabilité sociale du professionnel et la crédibilité du média? Invité à se prononcer sur ces interrogations, le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, Franck Potiemé, a répondu présent. Il a expliqué le rôle principal du journaliste face à la société et a évoqué quelques sanctions prévues pour les journalistes qui ne respectent pas le code de la déontologie et de l'éthique de la profession. La nouvelle loi qui réglemente le secteur des médias au Bénin, qui date de 2015, il y a 2 ans seulement, en son article 21, elle a défini qui on peut appeler journaliste au Bénin. Donc, on parle de tout titulaire d'un diplôme professionnel de journalisme délivré par une école. Une école de journalisme agréée par l'État et justifiant d'une formation par la pratique pendant au moins 2 ans. Donc, si nous allons être plus actuels par rapport à notre contexte béninois, on a parlé des licences nationales, des examens de licence en journalisme, avec les 100% de la dernière fois. Et normalement, quand vous avez cette licence-là, vous faites encore 2 ans de stage dans un organe et après ça, vous pouvez être appelé, vous pouvez vous prévaloir du titre de journaliste. On a parlé également de ceux qui ont une licence académique, l'aide moderne, droit, etc. 2 ans aussi de stage après la licence. Maintenant, il y a une ouverture, on dit toute personne qui exerce l'activité de journalisme dans une entreprise de presse, soit pour le compte d'autrui, soit pour son propre compte, ou toute personne qui a pour occupation principale la recherche, la collecte, la sélection, l'exploitation, la présentation d'informations et en tire sa principale source de revenus. C'est une ouverture qui a été faite pour ceux qui sont déjà dedans et qui n'ont pas nécessairement ces diplômes dont on a parlé tout à l'heure. Donc avec le temps, puisque nous travaillons au niveau associatif, à n'avoir dans la profession que des diplômés d'ici 10-20 ans. Donc quand on sera en train de toiletter la loi, je crois que cette partie-là va
être sorti. Invité au deuxième panel des causeries Café Média Plus, Ghislain Guédégbé, administrateur de projet et statisticien spécialisé en santé publique, s'est prononcé sur l'animation de la vie publique et la réforme du système partisan. Il estime que les partis politiques devraient éviter de dépendre des hommes d'affaires. C'est nécessaire de changer le système que nous avons aujourd'hui. Des partis politiques qui naissent aujourd'hui, qui vont aux élections et qui disparaissent. Ils ne sont même pas en capacité d'aller aux élections eux-mêmes. Ils se mettent en regroupement avec d'autres. Si ça marche, ils continuent. Si ça ne marche pas, on disparaît. Nous sommes dans une situation au Bénin aujourd'hui où les députés vaut plus que le parti. Parce qu'il est député, il fait son choix. Il ne suit plus les choix du parti. Même si on le renvoie, il a de ces arguments qui quand même ne sont pas des moindres. On aura un certain nombre de grands regroupements. L'idée première, c'est qu'on ne dépasse pas 5 grands partis politiques au Bénin, avec un financement conséquent. C'est que l'argent public va financer les partis politiques de telle sorte qu'ils ne dépendent plus des hommes d'affaires. C'est dans une bonne ambiance que les invités et les professionnels des médias présents à ce 160e numéro de Café Média Plus ont su débattre des différents sujets prévus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal télévisé sur EZAE TV. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.com. Bonsoir à vous.